juste regarder que en Europe et aux États-Unis, ils ont juste coupé avec leurs racines. Moi, je pense que l'Europe est vraiment dans une crise très sérieuse. Je pense qu'on est aujourd'hui le dernier bastion de l'Europe ancienne. Eh bien, bonjour, chers internautes, sur Géopolitique Profonde. Nous sommes dans ces rencontres moscovites autour des cérémonies du 9 mai et de la Grande Victoire en Russie. Et je reçois aujourd'hui un professeur d'université, spécialiste de géopolitique. Il a formé des générations de géopolitologues, de diplomates. C'est eux qui aujourd'hui sont aux manettes en Russie. Et nous avons la chance d'avoir celui qui les a formés aujourd'hui. Il s'appelle Andréanic Migranian. Bonjour, mon cher Andréanic. Bonjour, je suis ravie d'être là. Andréanic Migranian, vous êtes une figure connue en Russie, un peu moins en France. J'aimerais que dans un premier temps, vous vous présentiez au public français, si vous le voulez bien. Il fut un temps et on me connaissait suffisamment bien pendant la période de Perestroïka, quand la France s'intéressait à ce qui se passe dans le monde. Mais avec le temps, la France est devenue un pays un peu isolé qui ne s'intéresse pas à ces sujets. Et quand il s'intéresse, c'est seulement négativement, jamais pour la construction et la production du... Donc, nous connaissons... je connais des personnes très, très importantes, influentes en France. Ce sont tout un tas de chercheurs français qui, d'ailleurs, j'ai participé à la conférence de... c'est une conférence qui a été à l'époque de Jacques Chirac quand il était maire de Paris. C'était Henry Kissinger qui était là et c'était les années 90, 91. Donc c'était la période que tout le monde prêtait intérêt à la Russie, ce qui se passait en URSS. Un an plus tard, l'URSS s'est démantelée. Malheureusement, personne ne m'a écouté et ne me lisait, y compris Gorbatchev. Sinon, Gorbatchev, s'il m'avait écouté, il serait resté à Kremlin et l'URSS aussi aurait survécu. Mais malheureusement, Fyodor Bourlatsky avait écrit que les leaders et leurs conseillers, les conseillers peuvent être géniaux, mais si le dirigeant n'est pas très intelligent, il n'écoute pas le conseiller. Et c'est ce qui s'est passé avec Gorbatchev en URSS. Mais Andréanic Migranian, qu'est-ce que vous avez conseillé à Gorbatchev, justement, pour éviter cette catastrophe des années 90 ? Moi, j'ai conseillé et j'ai écrit beaucoup de choses en 88, 89, 90. Je pensais qu'il était impossible de faire une politique radicale de changement parce qu'une société totalitaire, c'est comme un tonneau qui est tenu par des étaux et vous enlevez les étaux, vous enlevez en fait les forces de l'ordre, vous enlevez partis, idéologie, vous enlevez tout ça et après il n'y a plus aucun lien. Donc il n'y a plus rien en commun, il n'y a plus d'institut en commun et le tonneau se désagrège parce qu'il n'y a plus rien qui le tient en entier. En 88-89, le pays va s'écrouler si la réforme est radicale, parce que le parti va être détruit. Tout était fermé sur le parti. Nous allions détruire l'idéologie. On avait défait aussi les forces de l'ordre et les services, et aussi l'armée. Et on voulait déplacer le centre de pouvoir du parti
comment dire, en démocratie. Et en fait, rien ne pouvait se faire transférer parce qu'il était impossible, c'était pas prêt. Il n'y avait pas d'idée non plus nouvelle qui commencerait à réunir, à unir un peuple et construire une nouvelle culture. Donc, fallait construire une nouvelle culture politique aussi, parce que la démocratie, j'ai beaucoup écrit pendant 50 ans, j'étais sur les théories de démocratie. La démocratie, c'est la culture des relations horizontales. Et en fait, la culture russe était verticale, elle n'était absolument pas horizontale. C'est une culture assez complexe. Tu peux faire des compromis, tu peux trouver un consensus, tu peux t'arranger, tu peux discuter. Celui qui était opposé, parce que lui aussi, il va faire quelques pas vers toi. La démocratie, c'est pas un jeu avec au départ de zéro. Il faut être prêt à céder. Cette culture n'existait pas en Russie. La personne que je connaissais, j'aimais beaucoup et qui était un philosophe très, très intéressant, je l'ai cité, Alexis de Tocqueville, qui avait toujours écrit L'Ancien Ordre et la Révolution. Il disait, si dans le pays, il disait, il n'y a pas de base démocratique, on ne peut pas faire de réforme radicale parce que la situation va sortir du contrôle. Tout va se terminer par le chaos. Et depuis le chaos ne surgit jamais la démocratie, mais une nouvelle forme de totalitarisme. Et c'est comme la Révolution française, et ces travaux sont les plus profonds et les plus intéressants pour moi. Et moi, pendant la période communiste encore, j'ai étudié et j'utilisais tout ça dans la réalité russe. Et la démocratie américaine, c'est encore autre chose. C'est pas mal, c'est intéressant, mais c'est l'Ancien Ordre et la Révolution, c'est un livre très intéressant. Il a un livre qui s'appelle Les commentaires de Tocqueville. Tocqueville et Dostoïevski, et j'avais publié. Et moi, j'ai fait peut-être un crime devant Dostoïevski et la littérature russe parce que j'ai écrit que les idées les plus profondes, ce qui sont décrits par Dostoïevski dans Les démons et les frères Karamazov, il avait pris chez Tocqueville. Surtout, le plus génial comme désignation de Tocqueville, que les gens parfois recherchent la liberté, mais encore plus souvent, ils recherchent l'égalité. Et c'est pour ça que la plupart de gens préfèrent l'égalité dans l'esclavage que la liberté. C'est la principale idée qu'écrit Dostoïevski dans les démons. Voilà le travail que j'aime beaucoup et dont je suis très fière. Il y a de quoi. Et je vais vous dire une petite confidence. Je pense que prochainement, au sein de l'Union européenne, on aura besoin de vos services parce qu'il va falloir aussi passer d'un système totalitaire à un système réellement démocratique. Et les leçons que vous donnez sur Tocqueville et sur Dostoïevski, elles sont encore d'actualité, je pense, mais plus en Russie, mais à l'Ouest.
Moi, je pense que l'Europe est vraiment dans une crise très sérieuse et vraiment, c'est pas par hasard que J.D. Vance, c'est drôle. L'Europe, il a fait des leçons. Il a fait le leçon aux Européens en disant votre ennemi, c'est pas ni la Chine ni la Russie, c'est vous-même. Vous êtes en train de détruire vos propres et c'est vous qui construisez le totalitarisme. C'est la principale difficulté. C'est très important. Ça a une force, ça existe aussi aux États-Unis et Trump essaye de détruire contre la cancel culture et woke culture. Et quand ils disent soit soit vous êtes d'accord avec moi, soit vous n'avez pas le droit de vivre. Soit vous devez être arrêté, soit vous devez être supprimé. Cet totalitarisme intolérant, ça n'a jamais existé avant dans la culture saxon, mais voilà. Mais surtout, moi je sais que Voltaire, il disait je ne suis pas d'accord avec vous, mais je suis prêt à mourir pour que vous puissiez exprimer votre avis. Mais l'intolérance française, elle a toujours existé aussi. Hein. La monarchie, et puis ça a toujours, la tradition existait aussi, mais bien sûr, avant la Révolution, la France vivait dans une autre dimension. Mais il y a beaucoup de parallèles à faire entre la vie politique, l'histoire de la Russie et de la France. Je vais juste rajouter en plus que c'est quelque chose en lien avec Tocqueville. J'ai aussi que j'ai réalisé qu'est-ce qui est le plus tragique, le rôle le plus tragique dans l'histoire russe et française. Ce sont l'intelligentsia qui avait réalisé ce rôle le plus tragique. Et qu'est-ce que ça veut dire intelligentsia? Celui qui écrit le plus en s'appuyant sur ses connaissances de la réalité anglaise, que l'intelligentsia et russe est toujours sous l'influence française. Et alors, c'était des gens qui n'avaient pas de responsabilité, irresponsables. Ils avaient des idées très abstraites, avec des schémas étranges. Ils pensaient que ce sont des schémas qu'on peut réaliser. Mais quand vous cherchez à réaliser un schéma dans la politique, vous ne pouvez réaliser qu'un régime totalitaire. Voilà pourquoi Edmund Burke, voilà pourquoi il disait, quand il critiquait les réflexions sur la Révolution française, il disait que la société et l'État, ce sont des organismes vivants. Ce n'est pas un mécanisme. Et on ne peut pas. Les Français, ils disaient, en 1989, ils ont cassé le corps de l'État, ils l'ont jeté dans une espèce de marmite et ils ont rajouté des choses et ils ont cherché à faire un plat. En rajoutant des choses. Mais ça ne pouvait pas marcher. Rien de bon ne peut sortir. Et Burke disait, dans ce cas-là, il faut prendre l'État et la société faut le prendre comme un parent malade, un père malade. Il faut en prendre soin parce que vous ne savez pas. Vous pouvez penser que vous le soignez alors qu'il a mal partout et vous pouvez lui faire encore plus de mal en cherchant à le soigner. Parce que tout ça est une structure entière. Il faut faire très très attentivement, avec beaucoup de soins pour ne pas provoquer des choses irréparables.
Et ce que disait encore plus d'une façon quelqu'un d'autre, Karl Popper, la société ouverte et ses ennemis, l'ingénierie utopique, quand tu veux le dire, tu détruis la réalité et quand petit à petit, tu arrives peut-être faire des changements pour que rien ne soit détruit, parce que du chaos naît toujours une dictature. Alors, mais Tocqueville insistait aussi sur le risque des démocraties, les démocraties libérales, d'accoucher d'un système totalitaire. Mais comment fait-on pour justement faire cette transition, sachant que souvent, les systèmes totalitaires s'achèvent après une défaite militaire, comme par exemple l'Allemagne nazie. Mais ce qui est arrivé en Russie, en Union soviétique, est particulièrement surprenant puisque le système s'est écroulé sans perdre militairement face à l'Ouest. Ou Союза. Oui, mais moi je ne dis pas. Ça peut, en fait, la société et l'État sont tenus par donc l'administration, le système administratif, le système de valeurs. Ce sont les forces de l'ordre, les structures de force. Ce que tu as réuni, hein, l'armée, la police, les forces spéciales. Nous, ce qu'on a fait, ça n'a jamais existé. Même théoriquement, ça n'a jamais existé. On pense que on ne peut pas modifier un régime totalitaire, transformer, etc. Mais Gorbatchev, il avait réussi à faire. Seulement un idiot va aller si loin ou aucun homme intelligent n'ira si loin. Donc, quand tu ne sais pas ce que tu fais, leurs résultats sont exceptionnels. Moi, j'avais une conversation pendant la perestroïka avec Yakovlev, Alexander Yakovlev. C'était numéro 2 après Gorbatchev. J'ai eu une conversation avec lui. Moi, je lui avais dit, vous êtes en train de discréditer le parti et vous l'avez détruit. Vous avez discrédité l'idéologie. Vous avez discrédité les forces de l'ordre et vous avez discrédité l'armée. Et vous n'avez même pas de marché, quelque chose qui pourrait unir la société. Et vous êtes allé vers des réformes radicales, vous avez tout détruit comme fondement. Il n'y a plus rien qui tienne l'unité de cette structure. Et en plus, l'URSS était composée de 15 nationalités, 15 républiques nationales. Et à chaque fois, il y avait eux-mêmes un petit peu indépendants qui pouvaient soutenir comme ne pas soutenir et se faire élire. Et puis après, ils commençaient à dire nous pouvons partir car votre pouvoir n'est pas légitime, nous avons été élus sur nos propres noms. Et évidemment, moi j'avais une proposition à l'époque qu'il doit exister un régime autoritaire et dictatorial pour retenir le pays avant de mettre en place les mécanismes du marché. Mais pour cela, il fallait les personnes fortes comme Deng Xiaoping, mais qui ne permettraient pas détruire le parti et le système de valeurs. Là, c'était possible pendant un temps retenir contre la destruction avant que se construisent de nouvelles instituts de société civile qui pourraient conduire à la construction de... Il y a encore quelque chose d'important. Aujourd'hui, nous dirigeons dans les directions diverses la Russie et l'Europe.
Nous allons vers la démocratie et l'Europe ils vont vers autoritarisme et totalitarisme. Nous sommes ici à supporter différentes approches. Ici, on soutient tout ça, alors qu'il y a en Europe et aux États-Unis, il n'y a plus aucun soutien, aucune pluralité. Toute ma vie, j'ai étudié les États-Unis, le système américain. J'ai des frères de la nation, pères fondateurs, etc. Et maintenant, je vois qu'on arrive, que les chefs des partis démocratiques disent soit vous êtes d'accord avec vous, sinon vous êtes fasciste. Et pourquoi? Alors que c'est une sorte d'accusation, on sort un papier qu'on colle au front et puis terminé. Et moi, je pense que maintenant, l'Europe et les États-Unis devraient passer ce dont je parlais pour l'URSS. Ils doivent passer par une période lente, mais de retour à la démocratie. Il y a une intolérance, ils ont autoritarisme, et ça y est, ils sont en train de... Ils supportent pas, il faut sauver l'Europe, il faut sauver les États-Unis. C'est la situation. Moi, j'ai travaillé pendant 8 ans à New York, à l'Institut de démocratie et de... Moi, à l'époque, je disais que je suis venue pour apprendre aux Américains la démocratie, c'était ma blague, mais finalement, aujourd'hui, j'avais raison. Mais alors, l'Europe, c'est encore pire que les États-Unis. Voilà. Et ils sont dans l'impasse. Soit vous êtes d'accord avec moi, ou alors il faut vous détruire. C'est l'approche de l'Europe. Qu'est-ce que vous pensez, Andranik, du fait de ces théories qui voudraient que les élites gouvernent par le chaos en Occident et que c'est un moyen de gouvernance comme un autre au regard de votre expérience? Moi, en fait, je suis très sceptique. Nous avons aussi beaucoup de personnes, les Américains ou les Européens, mettre en place un chaos organisé pour passer et mettre en place des changements radicaux. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce que je pense que le chaos ne peut pas être organisé. Le chaos sort du contrôle. Le chaos, c'est le chaos. Et rien de bon ne peut aboutir. Rien. Comme je le disais, du chaos naît toujours, comme disait Tocqueville. Rien de bon ne sort. Uniquement la dictature ou l'autoritarisme. Finalement, ce que vous expliquez, c'est que si le chaos a persisté pendant une dizaine d'années après l'effondrement de l'Union soviétique avec Boris Yeltsin, finalement, cette dictature assumée, aux origines, eh bien, c'est Poutine qui a été obligé de l'assumer pour revenir petit à petit d'un système totalitaire à un système démocratique. Gorbatchev ne m'avait pas écouté et le pays s'est décomposé. Et nous sommes arrivés dans ce chaos. Mais j'avais des espoirs sur Yeltsin parce que ça me semblait être quelqu'un de fort, quelqu'un de capable de consolider le pouvoir. Mais la constitution de 93, c'est quelque chose de très, très autoritaire. L'institut de président, là-dedans, il est complètement mis à part, sorti et au-dessus de tout. Tous les droits étaient chez le président d'après cette constitution. Tous les conflits peuvent être réglés à travers le président. Et donc, ce n'est pas par hasard qu'il y a 2-3 ans, Poutine avait
C'est moi qui avais toujours soutenu cette idée. Quand on a pris la Constitution, moi j'avais dit à Yeltsin, je suis pour un bras de fer, le bras de fer, la poigne de fer, mais je pense que cette Constitution, c'est une constitution pour un temps de transition. Ce n'est pas quelque chose quand plus tard se construiront des instituts de société, il va falloir augmenter la force et l'influence d'autres structures, parce que autrement, parce qu'on va arriver à la dictature. Ça va être un pouvoir de personne, d'une seule personne. Quand la personne... Moi, je rigolais à ce sujet-là, je faisais... Parce qu'il y a... Max Weber, j'avais écrit ça pendant la perestroïka, que le système politique est dynamisé par 3 conflits. Le politique et la bureaucratie, le conflit. Quand arrive à un moment un politique au pouvoir de la bureaucratie. Donc, conflit et le Parlement. Et le 3e groupe de conflit, quand un leader charismatique, avec la base de force de l'ordre, se met au-dessus du système. Et donc, s'il n'y a pas de conflit entre la politique et la bureaucratie, il n'y a pas de... Quand il n'y a pas de conflit entre démocratie et la bureaucratie, parce que il n'y avait pas de parlement. Les soviets, c'était une fiction. Ils avaient absolument aucun pouvoir. Et le seul conflit qu'ils avaient à l'époque, c'était le conflit entre Staline et le système politique en général. Donc, c'était un leader charismatique au-dessus de toutes les décisions, etc. Mais il était impossible de ne pas les réaliser parce qu'il avait tous les mécanismes de pouvoir qui permettaient de réaliser ses idées. C'est la raison pour laquelle, tant que Staline ne donnait pas de coup de pied, Staline, le système ne fonctionnait pas tant que... et je pense que d'une part, nous avons reçu ce système de pouvoir. À l'époque de Yeltsin, il n'a pas réussi de consolider le pouvoir. Les instituts ne fonctionnaient pas, les oligarques volaient et puis privatisaient tout ce qui était à l'État. Tout était privatisé. Les ministères, les gouvernements, même Kremlin était privatisé. On appelait ça la famille. À l'époque, Tanya Vala, la fille et le beau-frère, et ensuite les Berezovsky, etc. Un petit groupe avait privatisé tout le pouvoir. Poutine, il a pu rétablir les instituts. Il leur a donné un sens et un nom, mais même lui, il a compris que le régime du pouvoir unique, comme ça, d'unipersonnel, il a commencé à faire des réformes de la Constitution pour mettre en place une redistribution du pouvoir envers le Parlement, les instituts de pouvoir différents, mais c'est pas... Donc il y a eu Covid qui a empêché ça.
Et ensuite, l'opération militaire. Donc, ce processus a été légèrement ralenti. Mais même dans ces conditions-là, nous avons suffisamment de possibilités de faire ça auprès des médias et puis discuter, échanger. Et même si on est souvent accusé mais je sais que moi, je peux vous dire que ceux qui sont partis de la Russie, les libéraux, qui sont aujourd'hui aux États-Unis, en Allemagne, même en France, ils disent un régime totalitaire. Ce qui est chez nous, c'est pas un régime totalitaire. Mais dans les conditions d'une opération militaire, il faut absolument mettre en place quelque chose de plus. Mais je ne connais aucun autre pays. Donc, je connais beaucoup de pays qui sont dans qui arrivaient à conserver les libertés malgré une situation militaire, et qui fonctionnent toujours et à la télévision et dans le pouvoir et un petit peu partout. Quand on regarde l'histoire de la Russie, du peuple russe, on a l'impression que le peuple russe ne sort jamais de la guerre. Il a eu le communisme et aujourd'hui, il a ce conflit avec les Occidentaux qui est un choc civilisationnel et culturel aussi, en plus du reste. Comment fait le peuple russe pour être aussi résilient alors qu'il ne cesse d'être finalement dans une situation de guerre froide, chaude, mais en guerre? J'ai écrit un ouvrage, j'ai un livre, il y avait beaucoup de travaux et le livre s'appelle la question est posée dans ce livre, est-ce que la Russie a un avenir? Et pourquoi j'avais écrit un article de ce livre? Quelqu'un de très Tchadaïev avait posé cette question. Est-ce que vous avez entendu Nicolas Tchadaïev? Il avait influencé beaucoup sur Marquis de Kirstein, sur la Russie 1839, si je ne me trompe pas du titre. Tchadaïev disait dans son premier sa première lettre philosophique que le passé de la Russie était affreux, le présent est affreux et la Russie n'a pas d'avenir. Moi, j'ai cherché à faire ce travail. Pourquoi cet homme qui est pour moi très grand, un grand patriote de la Russie, avait refusé à son pays et à son État un avenir. Et tout ce travail a été consacré à cela. Parce que je pense que à l'époque, au début du 19e siècle, il avait vu tout un tas de choses qui n'existaient pas en Russie. Il y avait toujours l'esclavage, une forme de l'esclavage de terre. Évidemment, il y avait un régime un peu policier. Les gens en grande quantité ne pouvaient pas voyager, se déplacer. Mais l'élite nationale avait découvert à travers la guerre napoléonienne, ils avaient pu, à travers les campagnes jusqu'à Paris, avaient découvert un petit peu ce qui se passe dans le monde et comment vivent les autres pays. Quelle est la vie au quotidien, la vie culturelle, intellectuelle, etc. Et moi, je pense que ce qui est intéressant dans ce travail, il y avait l'histoire de 200 ans de développement depuis cette lettre de Tchadaïev jusqu'à qu'est-ce qui a changé et quand est-ce qu'on pourrait dire que
la Russie peut avoir un avenir. Et pourquoi? Pour que la Russie ait un avenir, il y a quelque chose devrait mettre en place. Une classe instruite, une élite responsable, non pas une intelligentsia pro-État patriote, et que et tout ce qui est développement technologique, économique et tout ça en quatrième. Et qu'ils arrivent à surmonter en fait les autres. Et 2 ou 3 fois, j'ai considéré qu'on était arrivé pour obtenir cela, pour passer ce cap, et qu'on pourrait dire que la Russie a un avenir et que Tchadaev avait tort. Mais à chaque fois, parce que ces changements, cette modernisation, à chaque fois, nous amenaient vers ça arrivait au moment où les choses étaient vraiment dangereuses pour la Russie. Donc la révolution d'octobre, c'était une cassure organique, et on a décidé que on pouvait réaliser le marxisme-léninisme. Voilà pourquoi on a abouti à ce moment-là sur le régime totalitaire. Et encore une fois, quelque chose d'abstrait qui ne pouvait pas se réaliser a été placé là. Les années 60-70. À ce moment-là, nous avons été prêts pour avoir déjà à ce moment-là une société organiquement développée, complètement instruite, grande classe moyenne, une intelligentsia très patriote et une science développée. Ce que nous n'avions pas à l'époque, c'est une nouvelle culture politique. Et donc ce système, on y était arrivé, on devait franchir dans les années 80-90, mais on s'est retrouvé avec des dirigeants comme des crétins qui voulaient absolument. C'était des gens pas instruits, des gens radicaux, ils ont tout détruit, tout ce qui existait à ce moment-là, au lieu de comme avait fait Zedoun, il avait fait pour la Chine. Il faut un bras de fer et il faut une période autoritaire de passage vers la démocratie, et que les instituts citoyennes se mettent en place, et les relations et tout ça, ça change. Voilà, tout et la religion aussi. Maintenant, je crois, nous sommes en train de vivre un processus semblable de changement vers un système nouveau. Ce qui va le devenir. J'ai écrit un livre en 22. Moi, j'ai dit, avant la Russie, c'était simple pour la Russie. Il fallait prendre des formes qui existent ailleurs et les remettre sur la Russie. Ça a été pendant la Byzance, tout ça, on avait à chaque fois pris des systèmes et on les avait déplacés sur un terrain russe. Et Piotr, il a voulu tout prendre chez l'Europe occidentale, l'Angleterre, l'Allemagne, Hollande, France. Et à chaque fois, pendant plusieurs siècles, on intériorisait ces instituts, ces formes de tout ce qui s'ensuit. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation unique. Nous, maintenant, on ne peut pas prendre ça ailleurs.
Parce que l'Europe est complètement dans une crise sévère, l'Amérique également dans une crise profonde. En fait, aux États-Unis, il y a une latente guerre civile qui a plein d'aspects raciaux, ethniques, culture, tout ça. Et tout ça, cette guerre latente, elle a lieu, guerre civile latente. Et moi, je suis persuadée, et je suis, oui, et j'aimerais arriver, je pense, à une idée. Je pense qu'on est aujourd'hui le dernier bastion de l'Europe ancienne. C'est nous qui sommes en train de les sauvegarder, les traditions européennes anciennes, le respect de la famille, religion, tradition. Nous, État, nous n'a pas besoin aujourd'hui d'inventer. On doit simplement sauvegarder et transmettre ces anciennes traditions européennes. Et on va être le bastion, et que d'autres vont venir peut-être pour installer. Et ce sont les conservateurs européens américains qui viendront chercher des exemples qu'on aura sauvegardés. Donc, on serait les seuls bastions de l'humanité, pas les 80 genres, tout ça, la destruction de la famille, tout cela, les relations entre les gens du même sexe, etc. Nous, on doit garder simplement garder ce que nous sommes en réalité. Et si on arrive à garder pour l'humanité ce qui est la tradition européenne, nous, on n'a pas besoin de l'Est, on n'a pas besoin. C'est bien l'Est, ils sont très intéressants, mais on ne sera jamais chinois ou indien. Nous sommes depuis 300, 400 ans des Européens. Notre culture est européenne. Et que même des gens qui nous détestent, comme Brzezinski disait, celui qui déteste mais quand vous êtes à Vladivostok, mais vous comprenez que vous-même à Vladivostok, vous êtes encore en Europe. Parce que la façon de vivre, ce que les gens se font, tout ça, c'est l'Europe. Et c'est ce qu'il faut sauvegarder. Et peut-être à travers ça, il va falloir construire un avenir. Mais si pour la Russie, ça veut dire aussi que c'est un avenir pour l'Europe et pour tout le monde ailleurs. Mon cher Andranik, à vous écouter, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui tenait à ce versant occidental, européen surtout, plus qu'occidental, de la Russie. Et que la Russie, eh bien, elle a sa place en Europe, dans un système de type de démocratie libérale. Et en cela, vous vous distinguez d'autres penseurs, d'autres philosophes russes, comme par exemple, évidemment, Douguine, qui lui voit plutôt l'Eurasie, le côté panslave de ce que serait la Russie. Non, moi je pense que je suis très sceptique sur Douguine. Pourquoi? Parce que je pense que l'eurasisme, pour moi, c'est pas du tout quelque chose de sérieux qui a un fondement. Nous sommes dans notre essence même. 300 ans, nous avons intégré les valeurs européennes. Elles font partie de nous. Et que c'est différent si... moi, je dirais que la démocratie libérale, elle se discrédite en Europe et aux États-Unis. Pourquoi? Parce que sous le libéralisme, on continuait à promouvoir le marasme, la destruction de tout ce qui était avant. Pour l'esprit européen étaient des valeurs. Les familles détruites, les relations hommes-femmes, les relations parents-enfants, tout cela a été détruit. Il y a deux réponses à votre question.
Une fois, Lev Kolsky avait répondu, ils lui ont demandé comment tu te sens et comment tu te crois, libéral, conservateur ou social-démocrate. Il avait répondu, je suis libéral, conservateur, social-démocrate. Il avait tout réuni. Moi, je pense que j'ai une meilleure formule. Il y a un grand film, un grand livre, La Constitution de la liberté. C'est un livre très connu. C'est un lauréat du prix Nobel. Et lui, on lui a demandé quels sont vos propres regards en tant que libéral. C'est très important, il faut le souligner. Je suis libéral, mais je suis dans la tradition ancien Whig. Mais c'est une histoire très étrange. Il était libéral, Whig, mais en même temps, c'est lui qui est considéré comme le conservateur, créateur du conservatisme. C'est de là-dedans qu'il faut... Ce conservatisme et traditionnalisme et libéralisme, tout est là-dedans. On ne peut pas les mettre en contradiction, il ne faut pas les mettre les uns contre les autres. Il faut juste regarder qu'en Europe et aux États-Unis, ils ont juste coupé avec leurs racines européennes et que ce libéralisme-là, il n'a, aux États-Unis ou en Angleterre, ce libéralisme-là n'a aucun rapport aux gens qui sont exceptionnels, John Stuart Mill, parce que lui parle de la liberté. C'est l'hymne à la liberté et c'est une connaissance profonde du pluralisme, de différents points de vue et pourquoi il faut absolument dans la société, ils doivent exister parce que ils doivent exister dans la société parce que l'une des idées les plus importantes, c'est que si la démocratie gagne au niveau mondial, il faudrait qu'on éduque les gens pour que les gens apprennent à se disputer intellectuellement, échanger, pour ne pas oublier pourquoi c'est important la démocratie et la liberté, pour qu'on puisse défendre son point de vue. Mais si vous êtes dans une forme et que un jour vous perdrez simplement la capacité de vous opposer et vous ne pourrez pas le défendre parce que vous n'aurez pas eu les armes pour défendre votre point de vue. Voilà pourquoi c'est important. Il est important, comme disait Burke, etc., tout ce que disait Popper, etc., ça, ce sont des valeurs sur lesquelles on peut construire une société véritablement libre, concurrentielle et qui sera où la pluralité et la liberté vont être parfaitement en bonne place. Alors que les autres, ce qu'ils font aujourd'hui, ils installent leurs propres valeurs totalitaires. C'est une intolérance totale et tout ce qui est intolérant, c'est intolérant et pratiqué par des gens absolument idiots qui mettent en place cette approche. Mon cher Andranik, le temps file et je vais revenir, si vous le voulez bien, à la référence qui est la vôtre de von Hayek, qui en effet est un penseur conservateur, libéral, dont je suis moi-même issu de cette famille politique.
et mes mentors ont été inspirés par Hayek. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, parce que je disais en introduction que vous aviez formé les dernières générations d'analystes politiques, de politiques aussi, en tant que conseiller, de politiques et de diplomates. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, eh bien, cette élite que vous appelez de vos voeux, conservatrice libérale, elle est installée au cœur du pouvoir russe? Moi, je pense que je dois vous dire que dans les années, ces dernières 20 ans, 20-25 ans, depuis l'arrivée de Poutine au pouvoir, nous avions eu une espèce de bal des sorcières. Tout était autorisé, c'était une espèce tout était décomposé, les relations, même les familles étaient complètement dans une espèce de décadence, on avait tout ça. Et partout, la décadence est partout. Et ce qui est important, la place qu'occupaient les gens étaient contre l'État, contre les structures, systèmes d'État. Toute cette intelligentsia libérale était anti-étatique. Ils pensaient que en Russie, c'était honteux d'être patriote en Russie. Mais c'était comme ça. Il y a toujours eu en Russie, il y a toujours des rythmes de la politique russe. Ce sont des extrêmes à chaque fois, à partir d'un côté pour arriver à l'extrême. C'est-à-dire, vous partez depuis des règles très strictes à une forme de liberté complètement sauvage. Donc, en fait, tu fais ce que tu veux, tu peux dire ce que tu veux, sans que ce soit quelque chose te soit opposé. Et je pense que à cause de ça, nous avons surmonté tous les années 90 au démantèlement de l'URSS. C'était une espèce de, c'était un bal des vampires. C'était tout a été détruit. Tout a été détruit. La moralité. Et je pense que une des choses qu'on a pu surmonter, parce que les gens, beaucoup le disent à l'Occident, il y a beaucoup de bêtises qui se disent à propos de Poutine, mais grâce à lui, en Russie, ce sont toutes ces... il a réussi à remettre en place les valeurs qui étaient complètement discréditées, qui étaient l'amour pour la patrie, être utile à la nation, tout cela. Moi, je ne suis pas dans la propagande basse, je ne suis pas en train d'idéaliser Poutine, mais le fait qu'il a réussi à casser cette espèce de paradigme qui disait qu'il ne faut pas être patriote et tout ça, c'était un choix. Il a réussi à le casser et construire une nouvelle forme d'approche sur ces questions. Voilà. En tout cas, moi, je peux avouer que dans ce nouveau contexte, je vis avec un meilleur confort. Peut-être une dernière question. Vous avez des origines arméniennes, iraniennes. Que pensez aujourd'hui de la situation en Arménie, du Premier ministre Pachinian, de cette situation de guerre larvée, systématique avec l'Azerbaïdjan? C'est une telle douleur, cette question. Je suis une persona non grata. Je suis allée en décembre en Arménie, on m'a refusé l'entrée. Pourquoi? Parce que je critique Pachinian et parce que je considère que c'est quelqu'un incompétent, c'est idiot et criminel. C'est un homme qui a pris le pouvoir, il a donné le Karabakh et maintenant il liquide l'Arménie, il supprime l'Arménie. Cet homme, il fallait
absolument pas accepter qu'il arrive au pouvoir. Moi, à l'époque, en 18, quand ils étaient en train d'arriver au pouvoir, moi j'avais dit, parce que c'est ma profession, c'est mon métier, j'ai étudié depuis toute ma vie. Et très peu de gens connaissent les régimes, surtout sur place. Et moi, j'avais dit à l'époque, si la noirceur vraiment la crasse de la rue, la crasse de la rue ne peut pas former un pouvoir, parce que la crasse de la rue forme un pouvoir, ce pouvoir va être un drame pour le peuple, pour l'État et pour la société. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, à l'époque, on m'avait fait le reproche que je suis l'ennemi du peuple américain, que je ne veux pas la démocratie. Mais moi, j'ai expliqué, c'est pas la démocratie, c'est la crasse de la rue, c'est la saleté de la rue. Ce sont des gens qui n'ont pas été instruits, qui n'ont pas qui n'ont aucune base intellectuelle et vont détruire ce pays. Et moi, à l'époque, ça fait 4 ans, je ne peux pas entrer en Arménie. Je ne peux même pas aller voir la tombe de mes parents. C'est à ce point-là, les gens, ce sont des personnes qui défendent la démocratie, qui sont à ce niveau-là de marasme, d'empêcher les gens d'entrer. Et lui, il continue, il est pro-OTAN, il est pro-Europe, ils peuvent le soutenir. En fait, le dernier criminel, si il dit 2 mots envers la Russie, on lui applaudit. Voilà, il dit deux mots sales envers la Russie, ça y est, on l'applaudit et on fait tout pour le maintenir au pouvoir. Et évidemment, notre peuple mérite un autre pouvoir. Le peuple arménien est dans des conditions très, très, très dures. Ils sont au seuil de la suppression il est en train de jouer le jeu d'Aliyev et d'Erdogan. L'armée arménienne, après cette grande défaite, n'a pas pu se rétablir. L'esprit de la nation n'a pas pu se rétablir. Il faut un travail énorme pour rétablir l'esprit de la nation. Et il faut absolument faut que le peuple et l'État doivent retrouver un respect aux yeux de son peuple et de son État. Un dernier mot, est-ce que vous avez conscience que ce que vit le peuple arménien est très similaire à ce que vit aujourd'hui le peuple français, qui est menacé de disparition, dans un cas avec l'Azerbaïdjan et les Turcs, et dans un autre cas au sein de cette Union européenne, qui est une véritable prison des peuples et qui dissout systématiquement les peuples et tout ce qui faisait la culture et la tradition française. Oui, je pense que mais j'ai pas besoin d'exprimer à quel point je suis amoureux de la culture française, tous ces grands penseurs français. J'ai même pas besoin d'expliquer à quel point je suis amoureux de ce pays. Vous l'avez vu à travers les penseurs français. Et je pense que l'Europe et la France, y compris, vont sur un chemin vraiment mauvais. Mais moi, je peux dire, je soutiens, vont dire que je soutiens les fascistes, les radicaux, mais en réalité, il y avait des députés russes, ce sont les vice-présidents de la Douma, avec Sacha Joukov, il y avait Marine Le Pen avec nous et Marion Maréchal qui était avec nous à table. Et moi, j'ai monté mon verre et j'ai fait un toast. Vous savez, nous sommes souvent, on nous dit que le fascisme français est dangereux.
Mais si vous aviez, si le fascisme français a le visage d'ange qu'a Marion Maréchal, nous n'en avons pas peur. Et là, je peux dire que peut-être les Européens, la situation américaine peut aider les Européens, parce que Trump, en réalité, il dit quand il y a eu le Brexit, il y a eu la première ministre, c'est Liz, et Trump leur a dit « Je vous félicite, vous êtes partie de la communauté européenne. Pourquoi vos questions doivent être résolues à Bruxelles ? Et vos questions doivent être résolues à Londres, les Français à Paris, et que la suppression d'idées nationales, de la nation, c'est le crime le plus important qui a lieu en Europe et aux États-Unis. Il ne faut pas perdre l'identité nationale. On ne peut pas les perdre. C'est une richesse incommensurable et c'est pour ça que nous aimons, parce que nous savons lire, écrire et nous savons en quoi c'est différent. Je dis souvent que les Allemands, ils ont fait, les Américains ont amputé l'esprit des Allemands. Ce sont un peuple qui avait des philosophes et tout ça, sont devenus des marchands. Mais peut-être qu'ils continuent à lire Mein Kampf pour s'instruire, et je ne suis pas sûre. Mais au moins, ce sont des choses qui vont se traduire par des drames plus tard, parce qu'ils sont d'une façon très, dirigés, ils souhaitent à détruire l'identité allemande. Et voilà pourquoi l'AfD prend autant d'importance et d'intérêt. Je regrette beaucoup que les Français cherchent à détruire et transformer des mouvements traditionnels parce que les amener vers le fascisme, c'est une complète déformation de la vérité. Et je pense que l'avenir, il est derrière ces mouvements-là. Tout ce qui est marasmatique, globaliste, depuis 58 genres et tout ça, et la suppression de toutes les traditions et valeurs, va amener vers les gens intelligents, et en Europe et en France vont reprendre, vont se rendre leur histoire et leur culture. Un grand merci, Andranik Migranian, pour cette magnifique. Ça a été un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Это было не просто взаимно, но это будет очень интересно. Et plaire aux auditeurs de Géopolitique Profonde. De citations, j'ai parlé beaucoup de choses comme ça, mais peut-être les Français seraient contents aussi d'apprendre que les Russes connaissent ces sujets-là, que les Russes les étudient. Absolument, et nous avons de toute façon sur Géopolitique Profonde un public extrêmement cultivé, et je pense que le message est passé 5 sur 5. Merci encore. Envie de lire un magazine rentable ? C'est-à-dire s'informer avec des spécialistes sur les sujets qu'on aime, mais aussi protéger ses finances et sa vie privée. Comment ? En appliquant nos stratégies financières. L'objectif ? Surperformer face à l'inflation. La lettre confidentielle, la seule lecture rentable.